Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la formation Mon premier bien immobilier. Donc, dans cette formation, on reprend point par point chaque étape d'un investissement immobilier et je te donne tous mes conseils pour pouvoir te lancer le plus rapidement possible. Si tu ne me connais pas, moi c'est Florent, ça fait 2 ans que j'investis dans l'immobilier. Je profite d'avoir des souvenirs encore assez frais de mes débuts pour te proposer des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai fait mes premières visites et mes premiers investissements. Donc aujourd'hui, on se lance dans la négociation et je vais te donner quelques conseils pour essayer de se débrouiller au mieux pour tes premières négociations. La négociation, c'est la phase après avoir trouvé un bien qui correspond à tes critères et dont le prix est dans une fourchette acceptable par rapport à ce qu'on cherche. Je me répète, mais comme je te l'avais dit dans le module définir son prix, c'est le marché qui va définir le prix. On va pas aller visiter un studio à 200 000 alors qu'on vise quelque chose à 50 000 en se disant avec la négociation, on arrivera à faire plier le vendeur pour que ça rentre dans notre projet. Le vendeur, lui, il n'en a rien à foutre de ton projet, ça ne le regarde pas en fait. Donc pendant les phases de négociation, il peut y avoir 3 cas de figure. Donc la première, c'est où le vendeur, il a beaucoup d'alternatives. Donc toi, tu vas pas pouvoir peser très lourd dans la balance. Il va falloir, donc c'est lui qui est en position de force. Donc il va falloir trouver le meilleur compromis pour rester raisonnable par rapport à tes prix. La deuxième situation, c'est où le vendeur, il a peu d'alternatives et où toi, tu es quasiment sa seule chance de vendre. Donc là, c'est toi qui as les billes en main et c'est toi qui peux un peu mener la danse. Donc il va falloir mener cette danse correctement jusqu'au bout et emmener le vendeur là où tu veux qu'il aille. La troisième situation, c'est le cas où vous êtes à égalité, il n'y a personne qui a plus d'alternatives que l'autre, et là il va falloir juste essayer de trouver le meilleur compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Dans tous les cas, une négociation bien menée, c'est une négociation qui arrive à un statut gagnant-gagnant. On a toujours cette idée que la négociation, c'est une sorte de combat où l'un des deux va devoir perdre, mais c'est la pire des façons de faire en fait. Si tu veux mener une bonne négociation, il faut que les deux s'y retrouvent. Mais pour trouver le bon compromis, il va falloir avoir le maximum d'informations pour faire basculer les choses et pour faire les choses bien. Donc avant de commencer, il faut répondre à quelques questions. Donc la première des choses à comprendre, c'est la situation du vendeur. Qui est-il? Pourquoi il vend? Sa situation personnelle, sa situation financière, depuis quand il vend? C'est très important de savoir si le vendeur en est à sa 100e visite ou si tu es le 2e. Est-ce qu'il est en galère ou est-ce qu'il, pour lui c'est pas un souci? Il faut vraiment avoir son ressenti avec ton interlocuteur et puis avoir relevé le maximum de données pendant la visite. Donc pour ça, ce que je te conseille, c'est de parler le minimum. Laisse parler l'agent immobilier ou le propriétaire, laisse-le te présenter le bien et laisse des blancs. Ne parle pas trop, n'expose pas non plus toi ta situation personnelle et laisse-le parler. Si tu te tais et que tu arrêtes de parler, tu verras que les gens n'aiment pas le silence. Il faut toujours combler ces blancs. Les blancs, c'est assez malaisant et les gens n'aiment pas ça, donc ils vont parler pour essayer de couvrir ce blanc. Et en les laissant parler, ils vont commencer à partir un peu sur de parler d'eux ou de parler du bien. Et ils vont te donner des tonnes d'informations et au fur et à mesure, ton interlocuteur, il va peut-être te lâcher une information décisive que tu n'aurais pas eu si tu exposais, si tu parlais de ta vie, de ton chat, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de tout ça, tu vas essayer de définir les alternatives qu'a le vendeur de ne pas te vendre le bien au prix que toi tu aimerais. Pour être un peu plus clair, qu'est-ce qui pourrait empêcher le vendeur de faire affaire avec toi? Est-ce qu'il y a plusieurs acheteurs sur le coup? Est-ce qu'il est en galère d'argent et donc est-ce qu'il est pressé? C'est toutes ces questions qu'il faut que tu te poses avant de lancer la négociation. Et ça va te permettre aussi de trouver les bons arguments qui referment les possibilités d'alternatives du vendeur. Par exemple, à la question est-ce qu'il y a d'autres acheteurs sur le coup? Si vous êtes plusieurs à vous intéresser au bien, il faut que tu paraisses être le meilleur. Donc pour ça, il faut proposer aux vendeurs des alternatives qui sont meilleures que les autres. Par exemple, les autres acheteurs n'ont pas l'air très sérieux dans ce qu'ils veulent, et toi tu feras en fait ce qu'il faut pour que la vente elle aille au bout, montrer que toi tu es sérieux et qu'on peut compter sur toi. Si tu découvres que le vendeur il est pressé, toi tu vas donner les arguments pour lui montrer que la vente elle va être rapide. Dis-lui que tu as déjà contacté ton banquier et que c'est ok et que ça ira super vite. Donc voilà, s'il est pressé, tu seras la meilleure alternative. Et c'est ça qu'il va rechercher. Et ainsi de suite, pour chaque point bloquant, il faut arriver avec une alternative qui sera la meilleure. Donc voilà, tu as compris l'idée. Le but dans tout ça, c'est vraiment d'en ressortir gagnant-gagnant. Si le vendeur est prêt à s'aligner sur ton prix, toi tu seras gagnant puisque tu l'auras eu au prix. Et en contrepartie, toi tu vas prévoir une vente rapide. Et c'est comme ça que se font les meilleures négociations.
En plus, si tu as bien fait tes recherches, comme on l'a vu dans le module Visiter un bien, et que tu tombes sur des infos par rapport à la mise en arrêté de péril dont on t'a pas parlé pendant la vente, eh ben c'est un point important que tu pourras mettre en avant pendant la négociation. C'est pour ça qu'il faut un maximum d'infos, qu'il faut se renseigner et c'est tout ça qui va pouvoir jouer et pourquoi pas faire basculer la balance pour toi. Être bien informé, c'est vraiment primordial. C'est pour ça qu'il faut avoir le maximum d'informations. Donc dans tous les cas, il faut aussi miser sur ton capital sympathie. Il faut toujours avoir le sourire, être décontracté et ne jamais passer pour le méchant. Ensuite, on arrive à la question, est-ce qu'il faut toujours négocier? Et là, je te répondrai que de mon point de vue personnel, je pense que non. Si tu tombes sur un bien qui est déjà une super affaire, parce que le vendeur, il veut vendre vite, il connaît le prix de son marché, donc il a mis le prix en conséquence pour vendre vite, et qu'il sait très bien où il met les pieds, et que toi tu arrives derrière en disant de toute façon je vais gratter parce qu'il faut toujours négocier, et que tu arrives sans argument valable, et que tu prends le risque de braquer complètement le propriétaire et qu'il va se fermer et tu peux louper la vente. Mon dernier achat, il s'est fait parce que l'autre acquéreur avant moi, il a fait une offre beaucoup trop basse. Le propriétaire il s'est braqué et il a refusé toute autre négociation avec l'acheteur qui était avant moi. Donc même si l'acheteur était prêt à remonter son prix, le propriétaire il n'était pas pressé, donc il avait d'autres alternatives et il en a profité en coupant court à cette situation. Donc voilà, un exemple qu'il ne faut pas toujours marchander et rester raisonnable. Sur ce bien-là, moi j'ai négocié le prix, mais j'ai négocié le prix voilà, de façon logique, avec des arguments sensés, et je ne suis pas arrivé comme ça à dire n'importe quoi parce qu'il fallait gratter. Tu vois. Lors de la négociation, tu n'es pas obligé de négocier sur le prix. Hein. Tu as d'autres leviers. Tu peux utiliser pour faire baisser tes frais. Par exemple, tu peux dire au vendeur, votre prix il est un peu trop élevé pour moi, mais ça pourrait le faire, je suis prêt à m'aligner sur votre proposition si après vous me proposez une alternative. Si vous finissez les travaux, si vous laissez la cuisine équipée, voilà, tu peux essayer de gratter un peu sur ces postes-là pour que au final tu arrives sur des prix et que les deux soient gagnant-gagnant. Et pour finir, un dernier point sur négociation qui m'a déjà fait louper un achat, qui avec le recul aurait été une très bonne affaire, c'est vraiment de ne pas être borné. Donc je t'explique, j'étais tombé sur un appartement, je me souviens plus tellement des chiffres pour être franc, mais je m'étais fixé un prix plafond à ne pas dépasser quoi qu'il arrive. Donc j'ai essayé de négocier en lançant un prix très bas et puis après en proposant de remonter mon prix, donc faire un prix d'ancrage et de remonter mon prix, c'est aussi une technique. Pour attendre une contre-proposition du propriétaire et voilà, et être prêt à remonter s'il faut. Et on est vite arrivé à mon prix plafond et le vendeur avait fait une contre-offre 2000 € au-dessus de mon plafond. Donc ça devait être un truc comme 39 au lieu de 37 ou quelque chose comme ça. Et dans ma tête, comme je m'étais fixé, je m'étais mis ce plafond-là à ne pas dépasser, je suis resté bloqué. En prétextant que voilà, ma banque ne pourrait pas suivre. Donc ça, c'est aussi une technique de négociation, c'est de donner un argument auquel le propriétaire n'aura pas accès et où toi non plus, tu n'as pas d'emprise. Donc ça, comme ça, tu passes pas pour le méchant. Ma banque veut pas prêter, ou alors mon associé, il est pas chaud, moi j'y peux rien, j'aimerais faire affaire avec vous. Mais voilà, vous comprenez, c'est un peu compliqué pour moi, donc c'est à vous de faire un peu l'effort. Vous comprenez, monsieur le vendeur, j'aimerais bien qu'on fasse affaire, mais voilà. C'est pas moi qui maîtrise, donc soyez compréhensifs. Donc j'avais mon plafond en tête et j'ai pas voulu du tout remonter et je crois qu'un autre acheteur l'a eu pour 500 ou 1000 € de plus. Là-dessus, j'avais prévu de faire un prêt sur 20 ans et je te laisse calculer la différence d'échéance que représente 2000 € sur 20 ans. C'est ridicule et voilà, j'étais vraiment un débutant, c'est vraiment une erreur que je veux te partager pour pas que tu la refasses. Faut pas être borné, si c'est une bonne affaire, faut pas hésiter. Derrière, j'ai refait des visites pendant 6 mois, voire 1 an, et je te laisse calculer encore une fois le montant de loyer que j'ai perdu, alors que pour 2000 € de plus, j'aurais eu un appartement que j'aurais pu louer pendant 1 an à 400 € par mois. Tu vois le pour et le contre. Donc voilà, c'est vraiment une erreur que j'ai faite, une erreur de débutant. Donc je t'invite à réfléchir vraiment à poser le pour et le contre et pas être borné à 2000 € près. Donc voilà un peu les bases de la négociation. Voilà, c'est pas des techniques de professionnels, hein. On peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais je pense que ça suffira. Donc pour résumer, il faut essayer de comprendre les alternatives du vendeur, donc le laisser parler, essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ensuite, quand tu as toutes les alternatives possibles, il faut les démonter une par une, et il faut que tu montres que tu es le meilleur candidat à l'achat de ce bien. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut viser le gagnant-gagnant, c'est vraiment la meilleure des situations. Puis, mon dernier conseil, ne pas être borné et voilà, être prêt à faire des concessions pour faire ce qu'on veut, c'est avancer et c'est pas rester bloqué
parce qu'on a un problème d'ego et qu'on veut ce prix-là à tout prix. Voilà, il faut être intelligent, il faut peser le pour et le contre et savoir où on va. Alors, je sais qu'il y a des techniques plus poussées qui sont des techniques de professionnels, il faut analyser tout ça, mais personnellement, je me prends plus la tête avec ces techniques-là et ces choses-là. Pour essayer de gratter 1000 balles ou 2000 balles, j'ai arrêté. Maintenant que j'ai développé un réseau d'agents immobiliers qui m'envoient des biens sans qu'ils soient publiés sur Boncoin, en fait, on est sur un marché où les alternatives, elles sont plutôt chez le vendeur, puisque le bien, il n'est pas encore publié, donc on est au tout début de la vente, et on arrive, on est le premier. Le vendeur, lui, peut choisir d'aller plus loin dans la vente et de se dire, on verra avec les autres acheteurs. Donc la marge de manœuvre, elle est bien plus réduite, et c'est pour ça que je ne me prends plus la tête avec tout ça. Si c'est bon, si c'est pas bon, je passe à autre chose. Dans tous les cas, je te conseille d'aller sur le terrain et de lancer des visites, parce que je commence à avoir pas mal de bagages. Et si tu trouves un bien intéressant, il ne faut pas hésiter à aller visiter et lancer les premières négociations pour se faire la main. Je te le dis tout de suite, mais tu seras mauvais pour les premières, c'est quasiment certain, ou alors c'est que tu as un super bagou et puis que tu es doué pour ça. Mais c'est pas grave, hein, dans tous les cas, ça ne te coûte rien, part du temps, et tu n'es pas à l'abri de lancer un prix et de faire une super affaire, parce que voilà, tu as le capital sympathie avec toi, et voilà, ça fera basculer le propriétaire. Si tu as fait une petite action à chaque module, que tu as regardé, tu dois maintenant connaître le prix de ton marché, savoir visiter un bien, et puis voilà, tu peux commencer à appliquer. N'hésite pas à aller sur le terrain et de provoquer la chance, c'est comme ça que tu vas faire les meilleures affaires. De toute façon, c'est pas en restant assis à regarder des vidéos que ça va venir. Donc à un moment, il va falloir passer à l'action. Je te donne tout ce qu'il faut pour y arriver. Personnellement, je suis passé à l'action avec bien moins d'infos que ce que je viens de te donner. Donc voilà, c'est faisable, il ne faut pas hésiter. Donc, petite anecdote personnelle qui va peut-être te faire passer à l'action. Donc c'était tout au début, je commençais mes visites et je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et j'ai trouvé un 60 mètres carrés à 65 000 €. Donc c'était dans les prix du marché. Et il était vraiment pourri, donc pourquoi pas. J'arrive et je commence à calculer dans ma tête le prix des travaux. J'avais lu quelque part que si on prenait 500 € du mètre carré, si on fait nous-mêmes les travaux en matériaux, on était dans les clous. Donc 500 € x 60 mètres carrés et j'arrive à un truc en gros à 35 €, enfin à 35 000 € de travaux. Je discute avec l'agent immobilier et je dis ben voilà, je pense qu'il y en a à peu près pour 35 000 et ouais, je pensais qu'on était sur le même sujet, qu'on parlait des travaux. Donc il est affiché à 65 000 et là l'agent immobilier me dit bah écoutez, ouais, je pense qu'à 35 000 le vendeur est prêt à vendre. Et là en fait lui il parlait du prix du bien. Donc je venais de gagner, juste parce qu'il y a eu un quiproquo, je venais de gagner 30 000 € sans rien faire. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, tu n'es pas à l'abri d'un coup de chance et il faut savoir provoquer la chance en allant sur le terrain. Donc au final cet appartement je ne l'ai pas eu parce qu'il y a des problèmes d'assurance de copro, il y avait une fuite dans le grenier et tout était pourri. Et si j'avais eu ma formation entre les mains, je serais monté au grenier en premier, j'aurais vu ça, et je pense que je ne serais pas allé plus loin, c'était vraiment défoncé. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager avec d'autres personnes pour que vous avanciez ensemble, et pourquoi pas créer un petit réseau et se motiver dans l'investissement immobilier. Et n'hésite pas également à me suivre sur Instagram où je continue à te donner plein de petits conseils au fur et à mesure de l'avancée de mes projets personnels. Garde bien ton objectif en tête, rappelle-toi pourquoi tu fais ça et ça se passera très bien. Allez, ciao!